Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le magazine Uvengo pour vous présenter une semi-sportive, donc Kawasaki, la Ninja 650. C'est une semi-sportive, pourquoi? Parce qu'en fait sa position n'est pas forcément très radicale. On a une hauteur de selle qui est plus basse, on n'a pas forcément des commandes reculées comme vous pouvez voir ici, et on a des demi-guidons, c'est-à-dire que les bracelets ne sont pas totalement fermés sur la fourche. Cette Kawasaki donc, est en concurrence avec la nouvelle Yamaha R7 Yamaha, qui est d'ailleurs récemment arrivée à La Réunion chez Bourbon Bike. Il y a la RS 660 Aprilia ou encore la CBR 500R de chez Honda. Ce sont trois motos qui sont concurrentes donc, de la Ninja 650, sur lequel aussi Uvengo va vous faire des essais vidéo, des essais écrits pour un éventuel comparatif. Parlons un peu d'histoire. Kawasaki a créé la toute première Ninja en 1984 avec la GPZ 900R. Une moto phare dans le monde puisqu'elle était la première à avoir un rapport poids-puissance inférieur à 2. Depuis toujours, la Ninja est connue pour son poids-plume, sa maniabilité, sa performance moteur. En 2014, même si Kawasaki a perdu énormément de parts de marché suite à l'arrivée d'une favorite, la Yamaha MT-07, la firme japonaise compte bien rester dans la course sur toutes catégories confondues. Quelques améliorations ont été apportées sur cette Ninja 650, principalement la manière dont la puissance moteur est délivrée. L'un de ses points forts est son accessibilité puisque sa hauteur de selle est de 790 mm. Et oui, une sportive de moyenne cylindrée accessible aux personnes de petite taille. Ce n'est pas toujours chose gagnée chez les autres marques. Au niveau de l'esthétisme, donc les carénages. Les carénages reprend les carénages affûtés de la ZX10R pour un bon aérodynamisme. Les Winglegs ne sont pas intégrés, ils ont été rajoutés par le propriétaire malheureusement. Mais au moins ça donne un style. Pour ce qui est du phare, on a deux beaux phares agressifs avec une entrée d'air optimisée à l'avant pour une meilleure combustion. Au niveau de la bulle, elle est assez courte, elle n'a pas de position de réglage, par contre elle est largement haute pour être protégée du vent. Pour ce qui est du feu arrière, on retrouve un feu arrière qui est typique de la marque, qu'on retrouve également sur le Roadster Z650 en forme de X. Au niveau de la partie cycle, donc on a un cadre treillis tubulaire en acier haute résistance. Pour ce qui est de la partie cycle avant, on a une fourche télescopique de la marque Kayaba, d'un débattement de 125 mm, d'un diamètre 41 sans aucune possibilité de réglage. Au niveau du frein avant, on a des leviers qui sont réglables, donc au niveau du frein avant et du levier d'embrayage, on a un double disque flottant de 300 mm, deux étriers Nissin avec un ABS à l'avant et à l'arrière. Pour ce qui est des jantes, on a une jante à 5 bâtons forgée en aluminium pour une dimension de 120-70-17 à l'avant et 160-70-17 pour l'arrière. Au niveau de la suspension arrière, on a un amortisseur Kayaba de type Blacklink. D'un débattement de 130 mm, celui-ci est réglable en précharge sur 9 positions. Au niveau du frein arrière, donc on a un monodisque de 220 mm, un étrier flottant Nissin, un piston avec l'ABS également à l'arrière. Cette Ninja 650 donc, possède un beau bicylindre parallèle 4 temps, distribution par double arbre à cam en tête, 4 soupapes par cylindre et bien évidemment un refroidissement à eau. On est sur une cylindrée de 649 cm3, d'un alésage et d'une course de 83 et 60 mm. Une puissance maximum annoncée par le constructeur de 68 chevaux à 8000 tours minute, pour un couple de 64 Nm de couple à 6700 tours minute. On a perdu 1,7 Nm de couple par rapport à la version précédente. Pour justification, je pense que c'est dû aux dernières normes, donc la norme Euro 5. Au niveau de la transmission, on reste sur une boîte traditionnelle à 6 rapports avec une transmission secondaire à chaîne. L'embrayage, quant à lui, est un assist and slipper, c'est-à-dire que l'embrayage c'est comme un embrayage anti-dribble. Il est là pour diminuer les forces du frein moteur, notamment quand on rétrograde, pour ne pas avoir des glisses de la roue arrière. Kawasaki, donc sur la Ninja 650, propose un TFT de 4,3 pouces qu'on peut retrouver aussi sur la version Roadster, le Z650. On a une présentation d'informations essentielles comme le nombre de tours minutes, la vitesse, l'heure, le rapport engagé, la jauge de température et d'essence et différents trips. L'ensemble des informations sont bien agencées pour que l'ensemble reste lisible. La lumière est d'ailleurs ajustable en fond noir ou blanc pour une meilleure visibilité. D'ailleurs, Kawasaki propose le Bluetooth.
Le Bluetooth est également disponible. Vous pouvez connecter votre téléphone grâce à l'application Rydeo-Logi, comme vous pouvez le voir sur l'écran TFT. Au niveau du réservoir, donc d'une capacité de 15 litres pour une consommation minimale de 4,3 par 100 km. Au niveau de la hauteur de selle est de 790 mm. Elle a été encore abaissée puisque l'ancienne génération était de 805 mm afin de la rendre encore plus accessible aux personnes de petite taille. Elle fait donc partie des sportives les plus basses du marché. Kawasaki optimise également le confort sur sa sportive avec sa selle relativement large et épaisse en biplace. Au niveau de l'empattement, on est sur du 1,410 m, finalement très court, aussi court qu'un roadster. Il marque en partie l'excellente maniabilité de cette petite sportive. La garde au sol est de 130 mm, l'angle de chasse de 24,5 degrés et enfin son poids, 193 kg en ordre de marche. Kawasaki a fait un gros effort pour faire perdre du poids à cette moto, autant au niveau des matériaux, au niveau aussi de son empattement et différents éléments. Au total, on a une perte de poids d'environ 20 kg. Pour finir sur cette Kawasaki Ninja 650, donc les points positifs et les points négatifs. Les points positifs, on va d'abord parler de sa position de conduite. On a vraiment un très bon compromis entre le roadster et la sportive, puisqu'on a des demi-guidons ici, donc pas tout à fait en bracelet, ce qui nous permet finalement d'avoir une position très roadster, puisque la selle est très basse et les repose-pieds sont bien en avant. On n'a pas des commandes reculées finalement comme sur une sportive. Donc à la fois, on peut essayer de déhancher comme une sportive pour avoir une bonne position, commencer à appréhender justement la position radicale de la sportive, par exemple sur une 1000 cm3, ce qui est le cas et ce qui est aussi le but pour les jeunes permis A2. Mais au moins, quand on a envie, on va dire, plus de se détendre et faire une balade, on peut adopter une position roadster. Dans les points positifs, on a aussi le moteur. Donc on a une bonne puissance, on a un bon couple qui reprend d'ailleurs le couple de la Roadster Z650. Au niveau de la partie fixe, c'est tout à fait satisfaisant, c'est proportionnel à la puissance, notamment au niveau de l'avant. Même si on n'a pas forcément de réglage, elle est assez souple pour encaisser les défauts de la chaussée déformée. Au niveau de l'arrière, je vous le rappelle, donc on a un amortisseur qui est réglable en précharge sur 9 positions. Même si ça a quelques rebonds, on peut quand même essayer de toucher au réglage constructeur. Pour ce qui est de sa consommation aussi, c'est une moto qui consomme peu puisqu'on est sur une consommation annoncée par le constructeur de 4,3 litres pour 100 km. Je vous le rappelle, le réservoir fait 16 litres. Au niveau de l'esthétisme, comme je vous le disais, on repart sur un carénage de la Z-Glicer qui est la grande sœur en 1000 cm3. Pour ce qui est du freinage, on n'a pas un freinage qui est très mordant, mais par contre moi j'aime ce type de freinage, un freinage progressif. Donc au besoin, on peut freiner, on va dire doucement en tenant le levier et freiner plus fort si on veut avoir un freinage qui est un peu plus sec. Au niveau de l'arrière aussi, c'est tout à fait satisfaisant. Pour ce qui est des points positifs, on a le choix de coloris puisque en 2021, on a la version en blanc, en noir et en vert. Au niveau des points négatifs, donc on a, je pense, la selle. C'est vrai que la selle arrière, elle me semble trop étroite pour faire une balade à deux. Bon, après, c'est vrai que c'est pas forcément le style de conduite qu'on peut avoir sur une semi-sportive. Kawasaki, comme Yamaha, comme Suzuki, c'est vrai qu'on a une moto qui est pas forcément super équipée et elle a pas forcément beaucoup d'assistance électronique. Mais néanmoins, c'est ce qui explique son prix. Et pour les jeunes permis A2, d'ailleurs, je trouve que c'est plutôt bien puisque ça permet d'avoir une moto qui est brute et vraiment d'apprendre le pilotage de la moto, ressentir les différentes informations sans forcément trop se faire aider par les assistances. Dernier petit point négatif pour moi, c'est qu'une semi-sportive, en général, c'est conçu pour prendre beaucoup d'angles et c'est vrai que c'est dommage de retrouver une dimension à 160 au niveau de l'arrière. Pour ce qui est des pneus disponibles, donc on va vous proposer des pneus hyper sport, on va dire semi-slick pour avoir un petit peu plus d'accroche sur le sec, un petit peu plus d'attaque et une autre catégorie plus route, plus tourisme pour faire plus de bornes. Donc sur des pneus route tourisme, on aura le M9 RR qui est la nouvelle génération du M7 RR. Il y aura le Road 6 et le Road 5. Pour ce qui est des pneus plus sportifs, on aura chez Michelin le Power GP, le Super Corsa 2 avec le Pirelli et chez Metzeler, on aura le Race Attack. Au niveau du prix, donc cette moto, la Ninja 650, est disponible chez Bonbon Bike au prix de 10 990 €.
J'espère que cet essai vous aura plu sur la Ninja 650. N'hésitez pas à retrouver le magazine sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.